Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un jour de canicule, vous avez tous remarqué. Il est 16h30, je vais commencer. Alors d'abord, je vais peut-être en décevoir certaines et certains. J'ai fait ma crise d'adolescence et j'ai décidé de changer le thème de mon sujet. Ça ne sera pas les intelligences multiples, mais ça sera autre chose. Donc je vais changer de programme. Alors les intelligences multiples, je vais vous en dire deux mots tout de même, mais ça ne sera pas le cœur de ce que je vais vous raconter ce soir. La théorie des intelligences multiples, ça fait plus de 20 ans que j'en parle. Hein. Je peux vous dire qu'à l'époque, ça n'intéressait personne. J'avais contacté des IUFM à l'époque, des trucs comme ça, ils ne me répondaient même pas. Et puis maintenant, comme un balancier, c'est devenu un peu un effet de mode. C'est-à-dire que beaucoup de gens connaissent les intelligences multiples, bien sûr, mais parfois ils en disent n'importe quoi ou ils font n'importe quoi. Alors, pour les personnes qui sont venues pour entendre parler d'intelligence multiple, je vous rappelle que j'ai fait une conférence TED qui s'appelle Les intelligences multiples, tous intelligents, et qui dure un quart d'heure, et qui a été vue plus de 300 000 fois. Hein, on doit être à 290 000 autour de ça. Donc, je peux en déduire qu'elle est relativement bien appréciée. Donc, si vous ne connaissez rien aux intelligences multiples, je vous invite à prendre votre ordinateur préféré en rentrant ce soir chez vous et à regarder cette conférence TED qui dure un quart d'heure. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'école, mais d'une manière un peu à ma manière. Et voilà le titre que j'ai donné à cette intervention. L'école, mythe de Procuste et jeu de taquin. Alors j'ai proposé mon titre à différentes personnes là aujourd'hui et tout le monde m'a regardé avec des yeux ronds en disant qu'est-ce qu'il va nous raconter là-dessus, qu'est-ce que c'est ça. Et donc je guette ceux et celles qui sont désespérés, qui vont s'en aller, qui voulaient entendre parler des intelligences multiples. Mais est-ce que vous êtes d'accord pour entendre parler du mythe de Procuste et du jeu de taquin concernant l'école? Ah, il y a une petite fille qui dit oui. Alors donc je continue. Merci. Oh là là, bon. Je crois qu'il vaudrait mieux. Fermez-le. Alors, en guise d'introduction, je suis tombé sur un article du Monde, un journal respectable, qui date de quelques jours, qui n'est pas vieux, et c'est un article où j'ai relevé les phrases suivantes que je vais vous lire. Il aura suffi de 4 petits jours pour que Romain, qui fait sa rentrée en CP, sorte de l'école la mine déconfite, les bras ballants et la posture de celui qui vient d'échapper de peu à une éprouvante bataille. Je n'y arriverai pas à lâcher le petit bonhomme. Donc c'est un enfant qui, 4 jours après la rentrée en CP, est déjà, on peut déjà le caser dans la catégorie des futurs décrocheurs. C'est tout de même bizarre tout de même. Mais ce qui est le plus bizarre et qui m'a mis en colère, c'est le commentaire, parce que la journaliste a été interviewée une spécialiste qui se dit avoir été formée par Isabelle Filiosa, que je respecte beaucoup, et cette dame a dit Romain a tout simplement été confronté à la réalité, qui est celle de la solitude, de la séparation, de la difficulté de s'intégrer au groupe, de canaliser son corps, car il ne faut pas bouger. C'est juste un humain qui est en train de vivre des sensations et des émotions tout à fait naturelles. Ce sont même des réactions d'adaptation. Donc en fait, tout est normal. Si au bout de 4 jours, un enfant est déjà désespéré par l'école, c'est normal. Et ça me met en colère. Je me bats depuis plus de 20 ans pour cette espèce d'état d'esprit, pour cette école-là, qui fait qu'au bout de 4 jours, un enfant peut en avoir. Un enfant qui, avant l'école, avait peut-être adoré apprendre tout et n'importe quoi, et tout à coup, en 4 jours, on l'a dégoûté d'apprendre. Et ça, je trouve que c'est gravissime. Mais il n'y a pas que les enfants au CP. Je suis grand-père, j'ai 2 petites filles. L'une est entrée au lycée, en seconde.
Donc elle a eu son emploi du temps 6 jours sur 7 plein de cours. Quand est-ce qu'elle va faire autre chose, pratiquer son violon, je sais pas quoi? Ça, c'est pas le problème, sans compter bien sûr les devoirs, les machins, etc. Une autre de mes petites filles est entrée à l'université. Elle, c'est la journée d'entrée à l'université, la semaine dernière. C'était de 9 heures à 18 heures sans interruption, des cours de 3 heures qui s'enchaînaient. Est-ce que c'est ça l'école? Donc, bien sûr, ici, j'ai un public qui me comprend. Hein. Si vous êtes venu aujourd'hui, c'est pour imaginer une autre école que celle-là, qui décourage les enfants au bout de 4 jours, ou bien qui leur fait vivre des choses qu'un adulte ne supporterait pas. Et puis si on va du côté, par exemple, de la première année de médecine, il y a un film qui a été fait, paraît-il, là-dessus, c'est l'enfer. Hein. Et là, on fait tout pour que les élèves décrochent, ce qui est quelque part, mais c'est de la folie. On est fou. Alors, je voudrais du coup vous poser une question ouverte, qui me traîne dans la tête depuis fort longtemps. C'est est-ce que le concept d'école est-il haïssable? Est-ce qu'il faut haïr l'école? Alors, ma réponse à moi, c'est oui, absolument. Je suis désolé. Je travaille depuis 20 ans avec des enseignants et je trouve que l'école telle qu'on la connaît crée beaucoup de souffrance chez les enfants et chez les enseignants. Et ça rend beaucoup d'enseignants bêtes et stupides. Je le dis sans acrimonie du tout, pour travailler souvent avec eux, pas tous bien sûr. Donc je trouve que cette école, effectivement, l'école est haïssable. Alors, bien sûr, vous avez des écoles alternatives. Ici, il y a eu, dans les stands qui sont aujourd'hui présentés, il y a plein d'alternatives. Mais je voudrais tout de même creuser cette question un peu plus loin avec vous. Il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé que l'école était haïssable. Le plus connu, mais peut-être un peu ancien, c'est Ivan Illich qui a écrit un livre pour une société sans école. Et il disait ceci, en fait, le problème, c'est qu'on a l'impression qu'il faut aller à l'école. Que s'il n'y avait pas d'école, il n'y aurait plus rien. Et ce concept est complètement ancré en nous depuis toujours. Donc sans école, ça n'existe pas. Alors du coup, on invente peut-être d'autres écoles, pourquoi pas. Mais on ne remet pas fondamentalement en cause le concept même d'école. Et si on va un peu plus loin, allons un peu plus loin. Socrate, ce cher Socrate, 5 siècles avant Jésus-Christ, 2500 ans, il disait l'éducation n'est pas un problème de transmission, c'est un processus de formation. Et qu'est-ce que c'est que notre école? Dans notre école, dans notre imaginaire, c'est transmettre aux enfants. Socrate disait déjà il y a 2500 ans, non, vous n'avez rien compris. Ce n'est pas un processus de transmission, c'est un processus de formation. Continuons un peu dans les opposants à l'école, là. John Dewey, c'est un Américain qui, lui, il refuse d'apprendre à parler sur les choses plutôt que de les faire. Je me souviens le fils d'une amie, il était ingénieur, il avait son diplôme d'ingénieur. Il ne savait pas changer une prise de courant. Moi, ça me posait problème, tout de même, qu'on soit ingénieur, scientifique, et qu'on ne sache pas changer une prise de courant. C'est-à-dire qu'il a appris plein de choses, hein, de la physique, de les maths, de l'électricité, mais il ne sait rien faire. Et John Dewey, il disait learning by doing, apprendre en faisant. Alors c'est un concept qu'on retrouve dans beaucoup d'écoles alternatives, mais qu'il faut se rappeler. Freinet. Tout le monde connaît Freinet, et on en parle et on en déparle. Il disait si les enfants s'ennuient à l'école, c'est pas parce qu'on leur impose de travailler, c'est parce qu'on ne les fait pas vraiment travailler. Mettons-les vraiment au travail et les choses se passeront correctement. Et vous connaissez tout le processus que Freinet a mis en branle dans ce sens-là, pour que les enfants se mettent vraiment à faire quelque chose. Continuons. Jacotot, le maître explicateur, est un maître abrutisseur. Lui, il n'y va pas par 4 chemins. Hein. Et donc, le maître explicateur, c'est le maître normal, je veux dire. Hein. Et lui, pour lui, c'est un maître abrutisseur. L'individu peut apprendre par lui-même, plutôt que de subir ce que le maître veut lui inculquer dans la tête. Jacotot, hein, c'est 1700, c'est vieux tout de même, hein, c'était au moment de la Révolution. On continue un peu, j'ai bientôt fini mon petit tour, mon petit florilège, mais c'est pour vous dire que je ne suis pas le seul, et depuis la nuit des temps, des personnes remettent en cause le principe d'école. Léon Tolstoï, vous avez peut-être lu Guerre et Paix, mais en fait il s'est beaucoup promené en
en Europe, hein, et il est aussi considéré comme un grand pédagogue. Et il s'est crié partout, c'est l'abrutissement. Il employait le mot abrutissement. Les enfants doivent ingurgiter passivement des programmes scolaires desséchants et stériles. Qu'est-ce qui a changé depuis, dites-moi ça, des programmes desséchants et stériles que doivent ingurgiter des élèves? Léon Tolstoï s'était aperçu de ça déjà. Paulo Freire, c'est un Brésilien qui a dû s'exiler pendant la dictature des généraux au Brésil, et qui dit en fait on a une conception bancaire de l'éducation. Hein, on veut donner des choses, à mettre dans la tête des enfants des choses prémâchées, et c'est ce qui empêche à l'être humain de devenir libre. De devenir libre. C'est-à-dire le fait de lui imposer du prémâché l'empêche de devenir libre. Krishnamurti, je n'ai pas vu de représentant des écoles Krishnamurti ici, mais Krishnamurti, le philosophe indien, lui, qui n'allait pas pour quatre chemins, il n'avait pas la langue dans sa poche, celui-là, si vous avez lu des bouquins de lui, et il dit en fait, dans le système éducatif, on recherche la conformité, le succès et la sécurité. La conformité, le succès et la sécurité. Alors quand il dit qu'une éducation sans peur, sans autorité, sans discipline, il faut bien s'entendre. Hein. Sans discipline, ça ne veut pas dire qu'on laisse les enfants faire n'importe quoi, mais où il n'y ait pas le maître qui impose les choses. Et il y a des écoles Krishnamurti dans le monde. Aristote, c'est pour faire plaisir à Julien, ça. C'est-à-dire, en fait, pour Aristote, en fait, l'éducation, c'est pour obtenir le bonheur. C'est pour rechercher le bonheur. Et pour lui, l'éducation est liée à l'éthique. L'éthique, c'est la morale, c'est pas exactement ça. L'éthique, c'est une notion qui me semble très importante parce que dans notre éducation, il n'y a pas cette notion d'éthique qui apparaît vraiment clairement. Bon, alors avec tout ça, je voudrais vous parler, pour terminer, de ce petit florilège de Sugata Mitra. Sugata Mitra, lui, il vit actuellement, c'est un chercheur indien et qui pour moi a fait une découverte majeure. C'est-à-dire que dans une expérience, vous pouvez voir sa conférence TED sur Internet, son expérience la plus célèbre s'appelle The Hole in the Wall, le trou dans le mur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans un slum, un bidonville de New Delhi. Et en fait, il a mis un ordinateur qui comprenait que l'anglais, dans un bidonville où des gamins, ils ne savaient même pas l'anglais, bien sûr, et ils allaient à peine ou même pas du tout à l'école. Et il a dit, débrouillez-vous avec cette machine, je reviens dans un mois. Donc il n'a rien fait, il a juste mis un ordinateur branché sur Internet et qui comprenait l'anglais. Et au bout d'un mois, il a vu que les gamins avaient appris à communiquer en anglais avec la machine, avaient appris plein de choses. Donc il s'est dit, voilà qui est intéressant. Ils ont appris des choses sans professeur. Voilà. Donc il a fait des choses plus compliquées. Il a fait apprendre des choses qu'on apprend en terminale en biologie, et avec des élèves aussi uniquement branchés dans un slum de New Delhi. Il leur a dit, étudiez un peu tel sujet de biologie, et dans un mois, je viens vous faire un petit évaluation. Et au résultat, le groupe d'enfants en savait autant que ceux qui avaient suivi le cours à l'école chic de New Delhi. Donc après, il est parti en Angleterre, et en Angleterre, il a découvert justement qu'on pouvait apprendre sans professeur. Parce qu'on peut apprendre avec Internet, parce que Internet est ouvert à tous et à toutes, il suffit d'un branchement, mais avec certaines conditions, bien sûr, que vous découvrirez dans cette conférence TED. C'est pas n'importe quoi, c'est pas mettre l'enfant devant l'ordinateur, il faut le mettre dans certaines conditions. Et ce qui nous a amusé, un jour, on a fait une intervention avec deux autres formatrices de ma petite équipe dans un établissement privé, un des plus chics de Paris, là où on met que les élèves d'excellence. Dans ce genre d'établissement, c'est pas 100% de réussite au bac, c'est 100% de mention très bien au bac. Hein, c'est ça qu'on vise, c'est bon, rien d'autre chose. Et donc, on a passé une journée avec des profs de cet établissement, et on leur a passé, à certains, la conférence TED de Sugata Mitra, réaction, il y a des idées qui devraient être interdites d'être propagées. Voilà, que l'on peut apprendre sans professeur.
Donc, alors, on avance dans notre chemin, c'est-à-dire pour inventer une école autrement. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est nouveau. Il y a 20 ans, ça ne pouvait pas. J'aurais pas pu vous dire ça il y a 20 ans. Et maintenant, on peut, dans certaines conditions, les enfants peuvent apprendre sans professeur. Alors, parlons un peu de la norme scolaire. Parce que la norme scolaire, c'est-à-dire que pour suivre l'école habituelle, je vais dire, il faut répondre à une certaine norme. Voilà, il y a les mauvais, il y a les moyens et les bons. C'est ce qu'on appelle la courbe de Gauss ou la courbe en cloche. C'est-à-dire que si vous êtes dans la moyenne, ben bon, votre scolarité se passera plus ou moins bien. Si vous êtes dans la partie gauche, ben, vous aurez des problèmes, on va vous réorienter, vous faire suivre des cours, etc. Et alors, en gros, quelle est la proportion des enfants, on va dire, adaptés au système scolaire? Alors, les chercheurs, c'est intéressant, se sont posé la question. Et statistiquement, en fait, il y a 20% des enfants qui fonctionnent bien avec le système scolaire. 20%, ça veut dire qu'il y a 80% des enfants qui ont des problèmes. Certains qui seront plus ou moins lourds, d'autres plus ou moins légers. Et donc, si on est hors norme, eh ben, voilà, on est réorienté, on est médicalisé, on est abonné aux officines de soutien scolaire, on est décrocheur, ou bien, j'aurais pu le rajouter, bien entendu, on cherche une école alternative. Et parfois, des couples déménagent, vont d'un bout à l'autre de la France pour trouver une école alternative. Donc, parce que 20% seulement des enfants sont adaptés à ce système scolaire. Ça ne fait pas beaucoup, mais ça n'empêche pas les ministres successifs de dormir, bien sûr. Et c'est là où je vais vous parler du mythe de Procuste. Qui parmi vous connaît le mythe de Procuste? Une personne. Ah, donc il y a plein de personnes qui vont apprendre quelque chose aujourd'hui. Ce soir, vous pourrez dire, ah, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Le mythe de Procuste, c'est un mythe grec, hein, que je vous raconte. Procuste, c'était un brigand qui habitait au bord d'un chemin. Et il avait une sale manie, c'est-à-dire que lorsqu'un voyageur passait devant chez lui, il le prenait, il le faisait entrer dans sa maison, et dans sa maison, il avait un lit en fer. Il étendait la personne sur le lit en fer. Si la personne était plus grande que le lit, il coupait tout ce qui dépassait. Et si la personne était trop petite, il étirait la personne pour qu'elle soit juste à la bonne longueur du lit. Alors on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce mythe abominable et sanguinolent, hein, tout de même, atroce? Mais en fait, c'est un mythe qu'on retrouve à toutes les époques et d'une manière terrifiante. Lorsque certains disaient je veux dans mon pays que des Aryens blonds aux yeux bleus, mythe de Procuste. Lorsque les Khmers rouges au Cambodge disaient tout le monde doit être au niveau du paysan dans sa rizière, c'est-à-dire tous ceux qui avaient des lunettes, qui avaient fait des études, qui employaient des mots un peu savants, étaient systématiquement tués, tout simplement. Hein. Ça, bon, c'est mythe de Procuste. Et avec notre école, en fait, elle passe son temps à utiliser le mythe de Procuste, c'est-à-dire qu'on veut que tout le monde rentre dans un cadre bien fixé. Alors, il y a 20% des enfants qui tiennent bien sur le lit de Procuste. Il y en a 80% qui sont soit trop grands, soit trop petits. Donc, eh ben, ça se passe mal. On leur coupe des bouts, on les étire. L'étirement, ça peut être aller du soutien scolaire, du machin, du truc. Et puis, ceux qui dépassent, eh ben, ça peut parfois, c'est des enfants à haut potentiel qui s'ennuient, donc on les coupe, ils s'embêtent à l'école, ils vont être parfois décrocheurs, voilà. Donc, mythe de Procuste. Le mythe de Procuste, vous pouvez sûrement en trouver plein d'autres exemples. C'est un mythe qui est à la fois extrêmement répandu et terrifiant, et que notre école utilise abondamment. Je suis, comment dire, quel est l'adjectif? Abasourdi, stupéfait, étonné, quand des personnes au ministère de l'Éducation nationale décident que les enfants doivent, à tel âge, dans telle classe, savoir faire telle ou telle chose. C'est comme si je vous disais, madame, votre enfant, eh ben, il faudra qu'il sache marcher à 10 mois, 3 semaines et 2 jours sous peine de punition. C'est ridicule. Quel est le taux de réussite d'un enfant qui marche? 100%. Et pourtant, c'est extrêmement complexe comme apprentissage. 100%.
Et non, non, non. Bien sûr, il va marcher à 9 mois, à 15 mois. Quelle importance? Il marchera quand il saura marcher. Mais l'école impose, impose que les enfants doivent savoir faire ça, 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 etc. Mythe de Procus. Donc un mythe de Procus qui a des effets terrifiants et qui est en permanence dans notre imaginaire. Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est les vrais et les faux changements. Alors, Paul Václavic est un psychiatre américain, décédé maintenant, il est connu comme, il a travaillé beaucoup avec Erickson, que vous connaissez peut-être, et il a écrit un petit livre merveilleux que je vous conseille, petit livre qui s'appelle Changement, Changement, voilà, avec un sous-titre, j'ai oublié le sous-titre. Et après une partie au départ un peu difficile à suivre, et d'une manière très enjouée, il explique la différence entre les changements 1 et les changements 2. Changement 1, c'est un changement qui n'est pas un vrai changement. Changement 2, c'est un changement qui est un vrai changement. Alors, je vous donne un exemple de changement 1. C'est le jeu du taquin. Vous connaissez ce jeu peut-être, hein. Il s'agit de remettre les numéros dans le bon ordre. Alors parfois c'est une image, parfois c'est des nombres. Alors on a l'impression que ça change, puisque on change les petites pièces de plastique de place. On se dit mais ça change, c'est un changement. Mais en fait non, le vrai changement, c'est d'arrêter de jouer au jeu de taquin et de passer à un autre jeu. Vous voyez la différence? Arrêtons de jouer à un jeu qui est toujours le même et passons à une autre manière, à un autre jeu. Pour moi, tous les changements de l'éducation nationale avec les ministres qui se succèdent, ça correspond au jeu de taquin. Ah, on va changer les coefficients, on va changer ces trucs, on va appeler les classes avec un autre nom, etc. Pourquoi pas? Mais ça ne change rien au problème de l'école elle-même. On est dans le jeu de taquin. Donc il faut imaginer une autre manière de faire. Alors, je vous donne un exemple de changement 1. J'ai pris ça, l'appel, vous connaissez, c'est l'association des parents de l'école libre. J'ai trouvé ça comme ça, 10 propositions pour changer le collège. Changer le collège. Et donc, je lis, renforcer l'autonomie des établissements, revoir les programmes, faciliter le passage du CM2 en 6e, supprimer les redoublements, etc., etc. Mais en fait, là, on est dans un changement 1. Vous avez bien compris. Le vrai changement, ça serait un changement de re, ça serait autre chose. Parce que là, en fait, ils prennent l'école et comme dans le jeu de taquin, en fait, ils bougent les pièces. Mais ils continuent à jouer au jeu de taquin. Donc, alors peut-être que notre époque est une bonne époque pour faire un changement de 2. Et allons, on va explorer un peu cette voie un peu plus loin. Déjà, l'expérience de Sugata Mitra, dont je vous parlais tout à l'heure, déjà, on peut apprendre sans enseignant. C'est déjà quelque chose qui est complètement nouveau. On n'imagine pas, il y a 20 ans, jusqu'à il y a 20 ans, dire que on pouvait apprendre sans enseignant. Il faut des gens pour apprendre les mathématiques, le truc, le machin. Maintenant, on peut apprendre sans enseignant. Il y a l'école inversée, avec des milliers de vidéos, alors qui sont plus ou moins bonnes, peu importe. Mais on peut apprendre par soi-même. Et en suivant quelques conseils de Sugata Mitra, on peut tout à fait réussir et apprendre des choses extrêmement complexes sans enseignant. Donc sans aller à l'école, ou en allant à l'école d'une autre manière. Donc peut-être que notre époque se prête bien à supprimer l'école, telle qu'elle est enracinée dans notre vie. Alors, avançons toujours pas à pas. Quelques faits et quelques questions. Les enfants peuvent apprendre plein de choses à l'extérieur de l'école. Quel est l'intérêt de les entasser dans une salle à 35? Alors c'est compté, hein, pas 36 ni 35, on en rajoute chaque fois. Bon, quel est l'intérêt de les mettre entre 4 murs? C'était le titre d'un film. À quoi ça sert? À quoi ça sert de les entasser alors qu'ils peuvent apprendre en dehors des murs? Très bien, à condition bien sûr de cadrer leur manière d'apprendre. Donc entre le fait et la question. Un autre fait, une autre question. Aujourd'hui, les enfants peuvent apprendre sans maître. Et pourquoi on fait perdurer ce système à la Procus, c'est-à-dire où on oblige tous les enfants à
à apprendre selon le modèle scolaire habituel. Alors, comme le veut notre nouveau président, bien sûr, c'est bien d'envoyer les enfants à l'école peut-être à 3 ans. Pour certaines, mais je dirais que c'est intéressant pour d'autres raisons. C'est parfois, et souvent, on va le voir peut-être un peu plus loin, c'est parce que les parents font beaucoup de bêtises sans le savoir. Donc au moins à l'école, on peut récupérer certaines des bêtises faites par les parents. Mais en tout cas, pourquoi obliger les enfants à suivre ce système où on entre en primaire, puis en collège, en secondaire, etc., à l'université? Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen, quelque chose d'autre à inventer? Alors, une autre question, c'est que les adultes, ils ont besoin d'apprendre aussi de plus en plus, hein. Avant, on était paysan toute sa vie, on n'a pas besoin d'apprendre vraiment ça. Maintenant, on apprend toute sa vie. Et pourquoi les écoles ne sont pas ouvertes aux adultes? Ça se fait dans d'autres pays, dans certains pays anglo-saxons, hein. Mais pas, en France, je n'ai pas vraiment entendu parler de ça. Mais les adultes ont des besoins pour apprendre, on va dire, peut-être qu'autant que les enfants. Pourquoi leur fermer, pourquoi l'école n'inclut pas les adultes? Donc les parents actuels font d'innombrables erreurs. Alors ça, c'est une... S'il y avait une chose importante à mettre dans les programmes, pour moi, c'est l'éducation à la parentalité. La plupart des enfants qui sont au collège ou au lycée vont devenir parents et beaucoup vont reproduire les mêmes erreurs que leurs parents ont fait avec eux et qui conduit à des résultats catastrophiques. Alors, catastrophique, je pèse mes mots, je m'appuie sur des chercheurs. On considère que dans les enfants qui entrent dans le primaire, 40 à 60% ont déjà un cerveau abîmé. 40 à 60% ont déjà un cerveau abîmé. Ce qui voudra dire difficulté d'apprentissage, difficultés cognitives, difficultés de comportement que devront gérer les enseignants et toutes les personnes qui vont s'occuper de ces enfants. Et un chercheur suédois, je crois, ou norvégien, prévoit que dans peu de temps, 80% des enfants qui vont naître dans le monde auront un cerveau abîmé, à la naissance. À la naissance, à cause de la pollution, à cause de la nourriture, des nourritures pourries que la mer mange, à cause du stress que vit la mer, etc. 80%. Donc en tout cas, statistiquement, entre 40 et 60% des enfants arrivent en primaire avec un cerveau déjà abîmé. Est-ce que ça ne serait pas une cause nationale tout de même de faire en sorte que cette proportion diminue tout de même et soit nulle, quoi, tout de même? Alors on veut vaincre plein de choses, le cancer, le machin, l'égalité de l'homme et de la femme, pourquoi pas, tout est bon. Mais tout de même que les enfants puissent avoir un cerveau à peu près sain, ça me semble une cause nationale qui serait intéressante. J'ai jamais entendu parler un responsable politique mettre ça dans son programme. Et pourtant pour moi, ça serait essentiel. J'ai pas fini. je cherche à savoir l'heure, juste. 5 heures 5 heures tout rond? Parfait. Merci. Je reprends. Donc voilà, ça pourrait être une belle cause nationale. Et c'est arrivé dans certains pays d'ailleurs que ça soit devenu une cause nationale. On en reparlera peut-être. Alors, notre système scolaire semble vouloir construire des machines à consommer, des futurs travailleurs ou de futurs chômeurs. Alors, quelle éducation il faudrait pour dire non au délire de l'évolution technologique, pour cultiver quelques valeurs universelles, pour vivre raisonnablement une vie heureuse? Alors vous qui êtes là, bien sûr, c'est des questions qui vous touchent, mais ce qui m'intéresse, c'est l'éducation qui permettrait de créer ça. Alors j'aimerais vous parler un tout petit peu d'un homme que j'ai eu la chance et l'immense plaisir de connaître personnellement. Maurice Bellay, c'est un philosophe qui est décédé au mois de mai dernier et qui parlait ce qu'il appelait la formation fondamentale. La formation fondamentale, pour lui, avant, c'était la religion qui l'apportait, c'était le parti, ou communiste ou autre, qui l'apportait, c'était tous les stades où on passait de l'état d'enfance à l'état adulte, qu'on peut trouver dans certaines ethnies en Afrique ou bien en Amérique latine. Mais voilà, cette formation fondamentale avait un lieu et avait des rites de passage. Et il semble qu'à notre époque, il n'y ait plus du tout cette formation fondamentale. Et le but de cette formation fondamentale, en fait, qu'on peut résumer en 3 choses,
4 choses qui rendent la vie possible dans un monde vivable. Rendre la vie possible dans un monde vivable. Est-ce qu'on peut considérer notre monde globalement comme un monde vivable? On peut en douter. Est-ce que notre vie, telle que nous la vivons, est-ce que c'est vraiment la meilleure vie possible? Alors si vous êtes là, vous vous posez des questions, bien sûr, mais pour la grande majorité des personnes, même en France, la vie possible, c'est une non-vie pour moi, mais ils ne s'en rendent pas compte. Formation fondamentale qui aide l'être humain à naître, à vivre et à mourir. Le fait de savoir naître, vivre et mourir était réservé aux religions avant. Hein. C'est elles qui étaient censées nous permettre sans tomber dans la folie, d'apprendre, de donner un sens, on va dire, à la vie et à la mort. Alors oui, alors on a vu, mais il faudrait que cette formation fondamentale soit tout à fait en dehors de toute idéologie religieuse ou autre, ou philosophique, ou quelle que soit. Parce que dès le moment où on entre dans des idéologies, on s'enferme et vous savez tous les ravages que peuvent faire, en particulier les religions, hein, qui se passent dans le monde entier, qui nous passent leur temps à s'opposer. Donc une formation fondamentale en dehors de toute idéologie, stéréotype religieux, lieu commun à la philosophie, et qui s'intéresse à ce qui fonde réellement l'être humain. Est-ce que, posez-vous la question, est-ce que le fait de changer tous les 6 mois de portable fonde réellement votre humanité? Je pose la question. J'en ai pas pour moi, j'en ai pas vraiment le sentiment. Et on pourrait prendre beaucoup d'exemples comme ça. C'est-à-dire que c'est quoi vivre avec peu? Alors, la personne peut-être qui vous vient à l'esprit et qui va dans cette direction, c'est Pierre Rabhi, bien sûr, dont la fille était là, je crois, hier ou avant-hier, et Sophie Rabhi. Et c'est ça, ce genre de voie qu'il propose, c'est-à-dire l'essentiel, c'est de vivre notre humanité et non pas de chercher à consommer plus, à gagner plus d'argent, à faire autre chose. Donc c'est cette école-là que j'aimerais qu'on réinvente. Alors cette école-là, pour moi, c'est un continuum. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rupture. Quand on y réfléchit, l'enfant naît. Bon, pendant 2, 3, 4 ans, il est dans sa famille, élargie, avec des copains, des copines, ses parents, etc. Bon, il apprend énormément de choses. Au nom de quoi, brutalement, on le fait passer dans un système complètement différent. Complètement différent. Et parfois, donc, au bout de 4 jours, comme le petit Romain dont il était question tout à l'heure, il craque au bout de 4 jours. Donc, et puis après, cet enfant va grandir, toujours à l'école, et il va aller peut-être au collège, au lycée, peut-être en lycée agricole ou en lycée technique, peu importe. Et il va entrer dans le monde du travail. Et puis dans le monde du travail, il va devenir parent. Et il va à nouveau basculer dans un mode de fonctionnement complètement différent, où il faudra apprendre des choses, mais d'une manière complètement différente. Donc au nom de quoi on change? Et puis après, la personne va vieillir. Et les vieux, comme moi, là, il n'y a pas beaucoup de vieux dans cette assemblée. Qu'est-ce qu'on attend de la vie après? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces ruptures permanentes et pourquoi il n'y aurait pas un continuum? Moi, donc, j'aimerais inventer une école où il y ait un continuum, c'est-à-dire où il n'y ait pas de rupture. Et cette école où tout le monde ait sa place, où tout le monde puisse à un moment ou à un autre apprendre et transmettre, parce que vous savez bien que les enfants, dès qu'ils grandissent un peu, ils savent des choses que vous ne savez pas, vous adultes, donc ils peuvent vous transmettre. Mais alors on dit, ah oui, il faudrait que les enfants apprennent aux adultes ceci et cela. Mais ça devrait être naturel. C'est-à-dire que chacun apprend des uns et des autres. Merci. Il fait chaud, hein. Pause haut une seconde. Voilà, cette école-là. Alors vous savez que, vous savez ou vous ne savez pas, il y a une expérience qui a été faite, une expérience oubliée, et qui m'a toujours fasciné, et qui pourrait, en étant adaptée, bien sûr, à notre époque,
pourrait exister. Ça s'est passé au Venezuela. On parle beaucoup du Venezuela actuellement, mais pas en bien. Mais le Venezuela a eu des initiatives en pédagogie tout à fait exceptionnelles et extraordinaires. C'est au Venezuela par exemple, a été inventé ce qu'on appelle Estistema, c'est-à-dire que à une époque, hein, tout enfant, dès l'âge de 3 ans, on pouvait lui confier un instrument de musique et il y avait tout ce qu'il fallait pour apprendre la musique. Donc, et pour faire de la musique, pour apprendre la musique, et bien sûr après pour faire de l'orchestre. Et le docteur Machado disait en fait, quand on fait de l'orchestre, on apprend à vivre en citoyen, on apprend à travailler avec d'autres, on apprend à suivre des règles, on apprend à écouter les autres. En fait, ça développe énormément de qualité du citoyen. Et en plus, donc je reviens au thème des intelligences multiples, hein, dont j'aurais dû vous parler aujourd'hui. En fait, pratiquer un instrument de musique, ça développe les 8 intelligences, quand on réfléchit. Donc on ne peut pas faire mieux. On peut pas faire mieux. Et au Venezuela, donc, ils avaient mis au point ce système, c'était extraordinaire, et ça donnait un chef d'orchestre nommé, le chef d'orchestre Dudamel, et beaucoup d'orchestres qui sont dans le monde entier. Et le docteur Machado, je reviens au docteur Machado, il a été nommé ministre d'État chargé du développement d'intelligence. Alors ça paraît pompeux tout ça, mais c'était très intéressant ce qu'il a fait. Alors ça a duré quelques années, bien sûr, jusqu'au gouvernement suivant. À l'époque, beaucoup de pays se sont intéressés à cette initiative. En France, on s'en est moqué. Ça vous étonnera peut-être pas, vraiment. Donc il y a plus d'articles plutôt moqueurs. Et je vais pour terminer là, vous montrer les 7 principes de cette école. Autrement, on ne peut pas appeler ça une école, mais on est vraiment dans le continuum dont je parlais tout à coup, pour vous montrer que c'est possible, à une condition majeure, qu'il y ait une volonté politique, bien entendu. Alors, il disait, il a cherché des programmes destinés à toutes les populations, toutes, c'est-à-dire qui touchent aussi bien les femmes enceintes que les vieux en maison de retraite, que les jeunes, les moyens, etc., pour développer l'intelligence. Il a cherché dans le monde entier des programmes reconnus, et d'ailleurs il est tombé sur les intelligences multiples de Garner. Hein. Les intelligences multiples de Garner ont été intégrées dans le programme du docteur Machado. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adressait à toute la population. Et en particulier, il ne se cachait pas aux populations défavorisées. Considérez qu'il n'est jamais trop tard, ni trop tôt ni trop tard, pour apprendre des choses. Ça, c'est quelque chose que je constate beaucoup chez les adultes. Voilà, on a été à l'école, on a eu un truc machin. Ah, il y a un crétin de prof qui m'a dégoûté des mathématiques à vie. Du coup, toute ma vie, je laisse tomber les mathématiques et tout ce qui est scientifique. Dommage, stupide. C'est-à-dire que vous vous coupez d'un monde extraordinairement riche. C'est le monde scientifique. Au nom de quoi? De rien du tout. L'idée, c'est qu'il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour commencer ou pour continuer à apprendre. Et bien sûr, fournir des approches pédagogiques et des outils pédagogiques adaptés. Donc là encore, ça s'adresse à tout le monde. Mettez-vous à la place, si vous étiez vénézuélien à cette époque-là, ça s'adresserait à vous. C'est-à-dire, ça vous aiderait à développer ce que vous rêvez d'apprendre, mais vous avez dit, j'ai pas le temps, il n'y a pas de professeur, j'ai pas l'argent. Toutes ces raisons qui sont des mauvaises raisons. Tout à l'heure, là, en me baladant je discutais avec quelqu'un qui tenait un stand et j'ai essayé de la convaincre, la dame, de dire, voilà, vous êtes adulte, mais lancez-vous dans quelque chose où vous ne connaissez rien et en plus où vous n'êtes pas bon. Et pour voir, mais voilà, mais apprenez en tant qu'adulte. Apprenez des choses, apprenez, par exemple, je sais pas, vous n'avez jamais pratiqué la musique, eh bien, mettez-vous un instrument de musique. Moi, je me suis mis à un instrument de musique tout de même assez difficile, le violoncelle. J'avais 47 ans. Je suis parti de zéro. Et ça m'a permis tout de même de faire partie de plusieurs orchestres, de participer à beaucoup de concerts et de pouvoir travailler indéfiniment les suites de Bach. La 6e, la dernière, me donne pas mal de soucis, j'avoue. Pour ceux qui connaissent, elle est vraiment difficile, celle-là. Hein. Mais bon, alors je ne serai jamais Yo-Yo Ma ou Rostropovitch, mais quelle importance. Je continue toute ma vie j'essaye d'apprendre. Utiliser des programmes qui ont une base scientifique rigoureuse. Bien sûr, on ne prend pas les choses fumeuses inventées par-ci et par-ça, on prend que des choses reconnues scientifiquement
internationalement, comme par exemple, je le citais, les intelligences multiples. Et à l'époque, d'ailleurs, il y avait, si je me souviens bien, un programme inventé par un Français basé autour du jeu d'échecs pour développer des compétences. Donc, on prend des programmes reconnus. Alors, l'idée, c'est de faire participer tout le monde. Je trouve que l'école dont j'essaie de créer les contours actuellement, elle est trop importante pour la confier qu'aux enseignants. Il faut la confier à tout le monde, que tout le monde soit partie prenante. C'est-à-dire qu'il y a aussi bien des partenaires de toute tendance politique, idéologique, sans aucune discrimination, à condition qu'ils n'imposent pas, bien sûr, leurs idées religieuses, philosophiques ou autres. Mais que tout le monde soit partie prenante. On va dire tous les êtres humains en tant qu'êtres humains soient partie prenante. Tout le monde. La grande idée et l'idée géniale, et j'ai bientôt fini, hein, je sens que vous supportez. Mais moi je suis au soleil, hein, vous êtes à l'ombre, enfin beaucoup sont à l'ombre. Hein. Vous êtes. L'idée géniale en fait du docteur Machado, c'est de réduire les coûts en faisant participer tous les ministères possibles, toutes les instances possibles. Et ça, c'était vraiment génial. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs ministères, on dirait le ministère de l'Éducation, bien sûr, de la Santé, de Jeunesse et Sport, enfin je ne sais pas tous les noms, ça change à chaque gouvernement. Bon, mais aussi des institutions privées. On pourrait demander à des acteurs connus qui ont trop d'argent de participer, de mettre de l'argent là-dedans plutôt que de devenir belge ou russe ou je sais pas quoi. Les services ou bien d'aller en Corée du Nord, enfin bon, peu importe, je cite personne. Euh, Utiliser les services administratifs, c'est-à-dire tout le monde était partie prenante. C'est ça l'idée. C'était une entreprise nationale. Tout le monde était partie prenante. Et je trouve ça, j'aime beaucoup cette idée parce que c'est tout un peuple qui se met en marche pour développer l'intelligence de tout le monde et pour ne laisser personne au bord du chemin. Et cette idée-là, et sans essayer de traficoter l'école comme un jeu de taquin, on met en branle tout un système cohérent pour en arriver là. Bien sûr, en l'appliquant localement. Hein, il m'arrivait de voir des classes en Afrique, hein, 140 élèves entassés dans une pièce sur de la terre battue avec un maître, entre guillemets. Est-ce qu'on peut appeler ça une école? Je ne sais pas. Donc il faut... mais c'est drôle, c'est que les enfants allaient à l'école. Mais ils avaient tout l'espace en dehors pour faire plein d'autres choses, pour développer toutes les intelligences. Mais ah non, 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 il fallait qu'ils soient enfermés dans les quatre murs pour être à l'école. Sinon, c'était pas bon. Donc, alors, il faut s'adapter aux besoins locaux, mais en faisant comprendre aux personnes locales qu'on peut faire autrement qu'enfermer les élèves entre quatre murs. Et le septième, c'était de demander. En fait, il ne voulait pas s'arrêter au Venezuela, il voulait que ce soit le monde entier qui se développe. Et ça, c'est magnifique. C'est dire, est-ce qu'on peut rêver mieux comme utopie? Mais c'est une utopie tout de même qui a vécu plusieurs années. Alors, Maurice Bellay, dont je citais tout à l'heure, il avait un très joli mot pour l'utopie, une très jolie phrase pour l'utopie, parce que là, on est dans l'utopie pure. Il dit, voilà, l'utopie est à 1 mètre. J'avance de 50 centimètres. L'utopie, maintenant, est passée à 2 mètres. J'avance d'1 mètre. L'utopie est passée à 10 mètres. Alors c'est désespérant, donc on continue, on marche encore, et l'utopie semble... Alors est-ce que l'utopie, ça sert à rien? Non, l'utopie, ça sert à quelque chose, ça sert à avancer. Ça sert à avancer. On n'atteindra jamais l'utopie, mais ça sert au moins à avancer. Lui, Dr Machado, lui, voyait bien son programme à l'échelle du monde entier. Je voudrais vous laisser sur cette utopie qui pourrait devenir réalité. J'ai pas de recette, j'ai pas la clé, à part peut-être convaincre les intelligences, j'allais dire les intelligences politiques. Ça, c'est pas possible. Enfin, pardon, c'est non. Excusez-moi, j'ai fait un lapsus là. Les hommes et les femmes politiques de lancer dans des projets. Là, c'est le seul projet politiquement viable, c'est-à-dire de faire du monde un monde viable pour tout être humain. Merci de votre attention. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, mes travaux,
Donc c'est le site du mieux apprendre. Et j'écris des bouquins, je publie des bouquins. Vous êtes le bienvenu pour prendre contact avec nous, avec mon équipe, si vous souhaitez construire ce type d'école-là ou bien vous mettre en marche, on va dire. Merci. Merci.